Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à 13h et ce durant 1 heure. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis au monde des crypto-monnaies et des crypto-actifs en France. Nous ferons d'ailleurs un point sur un élément essentiel de l'investissement dans les crypto-monnaies, le wallet, le portefeuille virtuel qui permet de conserver ces crypto-monnaies. Nous en parlerons avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Et puis dans la seconde partie de Smart Patrimoine, Enjeu Patrimoine, nous reviendrons sur le PER, contrat dont nous parlons souvent dans cette émission. Nous tenterons de comprendre quels sont les frais qui y sont attachés et surtout à quoi ils correspondent. Nous en parlerons avec Franck Levallois, le directeur général de la Fédération française de l'assurance. Mais nous en parlerons aussi avec Christophe Olivier, le directeur général de MyPension X PER. Et puis dans la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine, en partenariat avec Club Patrimoine, nous donnerons la parole à 3 experts de votre gestion patrimoniale au programme l'investissement en SCPI, les obligations convertibles ou encore les opportunités du marché de la Silver Economy. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique, vous le savez, consacré tous les mercredis à l'investissement dans les crypto-monnaies ou au monde des crypto-actifs en France. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur la sécurisation de son wallet avec une pépite française du secteur, à savoir Ledger. Et nous sommes justement en plateau avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors pour ceux qui baignent dans le monde des crypto-actifs, Ledger est une entreprise assez connue. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ledger, c'est 427 millions d'euros levés dernièrement et non pas 380 comme annoncé. 427, finalement, il y a des investisseurs qui sont arrivés encore après l'annonce que vous aviez faite officiellement. Et aujourd'hui, une valorisation à 1,5 milliard d'euros, ce qui fait de Ledger une licorne en France. On n'en a pas beaucoup, mais ça en fait une de plus. Aujourd'hui, c'est 360 salariés avec pour objectif d'en recruter 250 d'ici la fin de l'année. Alors, ça a peut-être évolué depuis la publication de ces chiffres. On va peut-être rappeler ce que vous faites après et après, on parlera un petit peu de vos ambitions, de vos objectifs, parce que on a l'impression quand même que Ledger a envie de conquérir le monde. Vous proposez un wallet numérique, vous n'êtes pas les seuls à le proposer aujourd'hui. On va peut-être définir ce que c'est qu'un wallet et ensuite expliquer l'innovation proposée par Ledger. Oui, bien sûr. Dans le monde des crypto-monnaies, vous possédez un actif numérique. Quand on a un bitcoin, on le possède, ou du moins on peut le posséder. Bien sûr. Pour le posséder... Pas physiquement pour le coup, c'est numériquement. Mais Alors justement, si, on le possède physiquement. Parce que pour le posséder, il faut posséder une clé privée cryptographique. C'est un secret que seul vous avez. Puisque seul vous avez le secret, ça vous donne, c'est une clé qui vous donne accès à votre bitcoin qui est sur la blockchain. D'accord. Cette clé cryptographique, elle est parfois représentée par 24 mots qui se suivent et qui n'ont pas de sens entre eux, mais qui est votre mot de passe, si vous voulez, mettre pour pouvoir accéder à vos bitcoins. Cette clé cryptographique, il faut qu'elle soit sécurisée. En l'occurrence, vous pouvez l'écrire sur un morceau de papier. D'accord. Voilà. Ce n'est pas un très bon niveau de sécurité. Donc c'est un code pour le coup, c'est un code qu'on peut garder n'importe où. Exactement. C'est pour ça que je dis c'est physique. Vous pouvez le garder sur un morceau de papier, mais nous, on a inventé quelque chose de mieux, enfin, ou du moins, on a remis au goût du jour quelque chose qui existait déjà, qui était une invention française, c'est la carte à puce. Et donc, vous pouvez protéger cette clé cryptographique grâce à une carte à puce. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est l'invention de Ledger. Cette carte à puce, vous allez la retrouver dans nos produits qui s'appellent les Nano, Nano S, Nano X. Et une fois que vous avez sécurisé cette clé cryptographique, pour pouvoir l'utiliser, il faut connecter votre Nano à notre application Ledger Live pour pouvoir ensuite utiliser au crypto en toute sécurité. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un coffre-fort de clés cryptographiques qu'on a physiquement dans une clé USB et qu'on doit ensuite brancher sur son ordinateur, voilà. C'est ça? Pour l'instant, ça ressemble un peu à une clé USB, mais effectivement, c'est exactement ça. Ah oui, parce que ça pourrait prendre une autre forme pour le coup. Oui, complètement. La forme est agnostique. Voilà. Bon, là, pour le coup, aujourd'hui, ça ressemble à une clé USB. Pour que ceux qui nous suivent comprennent bien, c'est-à-dire que mon Bitcoin, il n'est pas dans ma clé USB, il n'est pas dans mon wallet sur mon ordinateur. En fait, il est sur la blockchain directement. Moi, j'ai juste le code qui me permet d'y avoir accès. C'est ça, oui. Et alors du coup, l'innovation proposée, c'est que c'est vous, en fait, vous êtes le garant du coffre-fort que vous proposez, c'est ça?
Nous, on est le garant du coffre-fort qu'on propose. Nous, on vend ce qui s'appelle des hardware wallets, en fait, des portefeuilles. Nous, on vend des portefeuilles. Et c'est l'utilisateur qui est le garant de ces fonds. D'accord. Puisque quand vous utilisez un portefeuille Ledger, vous avez vos clés privées, seul vous avez accès à vos clés privées, et donc c'est à vous de gérer votre sécurité. Et l'enjeu est de taille, parce qu'on voit souvent quand même dans l'actualité, ou en tout cas on en a vu certains quand le Bitcoin s'est envolé, des gens nous dire j'ai perdu ma clé, je n'ai plus accès à mes Bitcoins. Et là, en fait, comme on est dans une finance décentralisée, en fait, on ne peut pas appeler un service client pour récupérer, par exemple, pour qu'on nous envoie un nouveau mot de passe. En fait, si on on est propriétaire de son wallet, ou en tout cas de cette clé privée, et ensuite, on est obligé en fait de rentrer cette clé pour avoir accès à ces Bitcoins. Il n'y a pas de plan B pour le coup. Alors, il y a un plan B, il y a un système de backup. Quand vous générez un portefeuille Ledger, vous avez votre portefeuille physique avec un code PIN pour pouvoir y accéder. Et ensuite, vous avez vos 24 mots, qui sont le mot de passe maître qui permet de recréer un portefeuille au cas où vous l'auriez perdu. D'accord, mais ça, c'est une proposition, une innovation Ledger pour le coup. En tout cas, c'est un service Ledger. Non, ça, c'est la façon dont la finance décentralisée marche en règle générale. Tous les wallets décentralisés proposent cette solution de backup avec 24 mots. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est perdre les deux en même temps. D'accord, il ne faut pas mettre les deux sur le même papier. Voilà, non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre et son portefeuille Ledger et ses 24 mots en même temps. Si vous faites ça, là, vous n'avez plus accès à rien, c'est normal. Si vous perdez votre portefeuille Ledger, mais que vous avez vos 24 mots, vous pouvez recommander un portefeuille Ledger et vous régénérez avec les 24 mots vos accès depuis ce nouveau portefeuille Ledger, il n'y a pas de problème. Si vous perdez vos 24 mots et que vous avez votre portefeuille Ledger, vous avez toujours le code PIN, ça vous avez l'opportunité ensuite d'envoyer les fonds vers une nouvelle seed, vers un nouveau 24 mots pour avoir le contrôle parfait de vos crypto-monnaies. Mais par contre, si vous perdez les deux en même temps, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que, et ça c'est aujourd'hui. Demain, ça sera sans doute différent et Ledger travaille sur des solutions pour qu'il y ait des moyens de retrouver sa seed, quoi qu'il arrive, même si vous auriez perdu vos 24 mots. Pour éviter les mésaventures qu'on peut lire dans la presse, effectivement, des premiers à avoir investi sur les crypto-monnaies qui avaient marqué ça sur un bout de papier et qui avaient perdu le bout de papier en question pour le coup. Eux, on ne peut rien pour eux. Mais par contre, pour ceux qui auront des Ledger et pour l'année prochaine, c'est un petit spoiler pour sur quoi Ledger est en train de travailler. On essaye de travailler au fait que vous puissiez retrouver vos fonds dans des situations où aujourd'hui vous les auriez perdus. Voilà. Alors, je lisais que dans les différentes solutions que vous avez développées, vous avez commencé par le Bitcoin et ensuite vous avez développé d'autres crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on est obligé de s'adapter à chaque crypto-monnaie quand on veut sécuriser une clé privée ? Oui, en fait, chaque crypto-monnaie, en fait, c'est une courbe elliptique cryptographique différente. D'accord. Parce qu'il y a des blockchains, en fait, mais Bitcoin a une blockchain, Ethereum a une blockchain, etc. Donc, effectivement, au début, il n'y avait que Bitcoin. Donc, le travail était assez simple. Il fallait comprendre Bitcoin et coder sur le protocole Bitcoin. Puis, il y a eu Ethereum. Et ensuite, il y a toutes les autres crypto-monnaies. Et puis, quand on pense qu'il n'y en aura plus, il y en a encore. Il y a des chaînes qui naissent assez fréquemment. Et dernièrement, les grandes chaînes qui sont nées, c'est Solana, Polkadot et d'autres encore. Donc, nous, le but, c'est de proposer des solutions de sécurité pour l'ensemble des crypto-monnaies et l'ensemble des crypto-actifs. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas toujours dire qu'on supporte tout le temps, mais ça veut dire qu'on fait le travail pour supporter tout le temps, parce qu'il y a des communautés qui se créent autour de Bitcoin, d'autres autour d'Ethereum, d'autres autour de Solana. Donc notre métier, c'est d'accompagner avec de la sécurité et la facilité d'utilisation, c'est-à-dire rendre aussi toutes ces blockchains faciles d'utilisation, les échanges faciles, les features faciles, les applicatifs faciles d'utilisation. Ça, c'est notre métier. On essaye de le faire pour autant de crypto-monnaies que possible. Et alors justement, vous avez levé 427 millions d'euros, donc j'avais lu 380, on en parle avant l'émission, vous me dites, non, attention, il y a eu un dernier tour, donc c'est 427 millions d'euros levés dernièrement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent levé ? Quelle est l'ambition de Ledger aujourd'hui ? Ouais. Non, c'est 427 millions de dollars, et puis c'était un fun fact pour ce matin, parce que c'est vrai qu'on a communiqué sur 380 millions de dollars qui correspondaient au deuxième closing. Vous savez, quand on fait un tour, il y a plusieurs closings pour arriver à l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même d'autres investisseurs qui sont venus en disant nous aussi on veut faire partie de l'aventure pour le coup. Parce que vous êtes obligé d'annoncer à un moment donné, mais on avait un troisième closing qui était en cours et qui s'est passé après l'annonce en fait. Voilà. Donc c'est pour ça le fun fact de ce matin, c'est qu'on a levé 427 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? La même chose, mais plus et mieux. D'accord. C'est-à-dire, Ledger, aujourd'hui, on a deux business units, c'est-à-dire la business unit pour le consommateur, donc ça, c'est les produits dont on vient de parler,
et on a la business unit pour l'entreprise. C'est-à-dire, on va dire d'un côté, pour le consommateur, on fait des portefeuilles ou des petits coffres-forts adaptés à l'usage unique. Et pour l'entreprise, on va faire des très grands coffres-forts très complexes adaptés à l'usage d'entreprise. C'est pour une entreprise qui voudrait placer sa trésorerie, par exemple, en crypto-monnaie, c'est ça? Oui, par exemple, soit des problèmes de trésorerie, soit des problèmes de conservation, si vous êtes une banque ou si vous êtes un custodian. Enfin, voilà, pour tout un tas d'usages. Si à un moment donné, vous avez besoin de faire de la conservation d'actifs sécurisés et de gérer votre gouvernance, parce que ce qui est très important dans la sécurité, c'est aussi la cybersécurité. Et donc la question, c'est est-ce que les fonds sur un anneau sont sécurisés? Oui, aucun problème. Par contre, maintenant, si on est 5 à devoir avoir accès aux fonds, si on a tous le secret du nano, ça veut dire que c'est plus un secret. Et est-ce qu'on se fait assez confiance s'il y a $1 milliard sur le nano pour qu'on soit 5 à avoir la possibilité d'y avoir accès? Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est la gouvernance qu'il faut mettre en place. D'accord. Et donc, c'est ce que propose l'offre entreprise. Qui a accès à quoi, quand, dans quelle mesure, avec quel contrôle, combien de signatures il faut pour faire une transaction. Voilà, c'est tout ça que fait l'offre entreprise. Et alors, vous lancez aussi Ledger Live. Là, pour le coup, vous positionnez sur quelque chose que vous ne faisiez pas avant. C'est que on va pouvoir échanger des crypto-monnaies directement via Ledger? Oui, vous avez raison. En fait, dans Ledger Live, ça a toujours été le compagnon du hardware. Donc, vous avez un anneau, il y a toujours un compagnon software sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc celui qui va valider que c'est bien vous qui êtes... qui valide, ce qui est bien, le validateur, c'est le nano. D'accord. Parce qu'il y a un écran dessus, etc. Donc tout ce qui se passe sur le nano, tout ce que vous lisez, ça c'est la vérité. L'écran est sécurisé. Donc ça, c'est votre validateur. Par contre, l'utilisation se fait via un software qui trouve sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Parce que bien sûr, ouais, c'est un pilote, quoi. Ça permet de piloter. Voilà, ça permet de piloter. Donc il y a un validateur d'un côté et vous faites vos opérations depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Et ça s'appelle Ledger Live. L'évolution qu'il y a eu dans Ledger Live depuis quelques mois maintenant, c'est l'introduction de nouveaux services. Avant, on pouvait faire de la conservation, on pouvait regarder ses actifs, on pouvait les envoyer et les recevoir. C'était des fonctions assez basiques de conservation. Maintenant, effectivement, on peut acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. On peut les vendre, on peut les swapper, les échanger. Et donc là, qui irait d'un nano à un autre nano, pour le coup, c'est forcément... Non, pour l'instant, c'est chez vous. Par exemple, vous voulez échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, vous pouvez le faire directement depuis votre nano. Vous n'avez plus besoin d'envoyer les fonds depuis votre nano vers un exchange, de faire la transaction et de revenir sur votre nano. Désormais, vous pouvez tout faire dans votre environnement Ledger et tout depuis votre téléphone, par exemple. Et alors, pour finir cette interview, je le disais en introduction, on aime bien parler aussi du monde des crypto-actifs en France et de son dynamisme. Je lisais que vous ambitionnez de recruter 250 personnes d'ici la fin de l'année. La première question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on trouve 250 experts du Bitcoin, Pascal Gauthier? Alors, c'est une bonne question. Alors, tout à l'heure, vous aviez donné les chiffres, peut-être pour les corriger, parce qu'effectivement, ça évolue tellement vite, mais aujourd'hui, on est 500 chez Ledger. D'accord. On dit 360, je crois, donc on est déjà 500. On recrute... en fait, presque de manière illimitée. D'accord, pour être très honnête, quoi. On a, je ne sais plus, 300 postes ouverts, mais on est en train de faire le budget pour l'année prochaine et ça sera probablement plus. C'est une bonne question de savoir où est le talent. En fait, nous, on a la chance d'avoir de travailler sur un monde décentralisé déjà à la base. Donc, en fait, on a du talent qui est mondial et notre approche, ça a été d'aller sourcer le talent déjà là où il est. En France, on vient d'annoncer qu'on a ouvert, par exemple, plusieurs pôles de R&D. Avant, on n'était que sur Paris. Maintenant, on est sur Paris, Grenoble, Montpellier. Et on ne s'interdit pas d'ouvrir d'autres centres de R&D en France, tout simplement parce que, et notamment avec le Covid, il y a plein de gens qui maintenant veulent travailler de province. Bien sûr. Ouais. On va aller travailler avec eux là où ils sont. Ça ne sert à rien de vouloir les faire revenir à Paris. Ils ne reviendront pas. Et ensuite, on a de la chance d'être en Europe. Et en Europe, il y a du talent en France, il y a du talent en Europe de l'Est. Moi, je parle surtout des talents de développeurs, parce que le nerf de la guerre pour Ledger. On imagine bien que quand on veut sécuriser effectivement des services numériques, il faut avoir des gens qui sont capables de travailler sur ces domaines-là. Oui. Donc, on va les chercher aussi en Europe de l'Est. Et puis, finalement, on va les chercher aussi par acquisition, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous intéressent, parce qu'elles ont des grands talents de développeurs à l'interne. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait la scalabilité des talents de développeurs chez Ledger. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup d'autres types de fonctionnalités. Il y a des avocats, il y a des RH, il y a de la finance. Bon, et ça, c'est des métiers un peu plus classiques où il y a un talent pool en France qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'être venu nous présenter Ledger sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes donc le CEO de Ledger. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons vous reparler du PER, une fois n'est pas coutume dans cette émission, mais sous l'angle des frais. Cette fois-ci, on fait le point avec Franck Levallois, le directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Franck Levallois. Bonjour Nicolas. Et on fait le point également avec Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Alors pourquoi parle-t-on des frais du PER ? Pour une raison simple, c'est que le PER a fêté ses 2 ans il n'y a pas longtemps. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dressé un bilan de ces 2 premières années. Il constate 3 millions de contrats ouverts attendus pour 2022. Ça, c'était l'objectif. Il constate 3,8 millions de contrats ouverts. Donc, il estime qu'on peut même viser les 4 millions de contrats ouverts en 2022. Mais Bruno Le Maire met en revanche en avant un constat qui est également celui du CCSF, ou en tout cas d'un rapport du CCSF, c'est que les frais pèsent sur les rendements. Donc il y a un certain nombre de constats et de recommandations qui sont faites. On va en discuter dans un instant, mais voilà un peu pour le contexte, pour vous expliquer pourquoi on a décidé de s'attaquer aux frais dans cette émission. On va en parler de ces frais et on va les définir, on va essayer de comprendre à quoi ils correspondent. Mais juste avant, Franck Levallois, un petit mot sur le constat que je viens de faire en introduction. Le PER, globalement, est un contrat qui plaît aux épargnants, puisqu'en tout cas qui plaît plus que ce que les attentes du gouvernement anticipaient. Absolument, oui, je crois que avec le PER, les Français ont retrouvé goût à l'épargne retraite. Lorsque vous avez cité les chiffres, je me permettrai de rappeler ceux de l'assurance, du PER Assurance, avec 23-24 milliards d'encours à date et un peu plus de 2 millions de détenteurs d'un PER Assurance. D'accord. Ce sont des chiffres très très élevés, avec surtout lorsqu'on compare cette progression avec d'autres produits d'épargne retraite, comme le PERP par exemple, pour essayer de trouver une comparaison, on est sur une courbe de progression qui est qui progresse à un rythme 3 fois supérieur. D'accord, le PERP, son prédécesseur pour le coup. Absolument, le prédécesseur pour le PER individuel. Donc ça progresse 3 fois plus que l'ancien dispositif finalement d'épargne retraite. Et ça, on peut l'expliquer quoi ? Parce que il y a les mécanismes de sortie anticipée, ou on peut investir sur des sous-jacents sur lesquels on ne pouvait pas avant ? Oui, alors en fait, je pense qu'il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs conjoncturels. Bon, conjoncturel, c'est vrai que tout le débat concernant la réforme des régimes de retraite a évidemment créé un point d'attention, une attention particulière sur tous les produits qui permettaient de préparer la retraite, donc le plan d'épargne retraite. Mais il y a également des facteurs structurels, je pense notamment à la simplicité. C'est vrai que le PER a été simplifié en tant que produit d'épargne retraite par rapport à ses prédécesseurs. Et puis en termes de flexibilité aussi, vous l'avez cité, la sortie en capital, possibilité de sortir en capital ou de sortir en rente, je crois que ça a également attiré beaucoup de nos concitoyens. Bon, alors on va parler des frais maintenant, concrètement pour le coup. J'ai regardé un petit peu les frais du PER, puisque du coup quand le ministre de l'économie et des finances dit qu'il faut faire attention aux frais qui pèsent sur les rendements, on va regarder les frais, on va regarder le rapport du CCSF. Il y en a beaucoup des frais, alors on a du mal à comprendre s'ils s'additionnent tous ou si ça dépend effectivement des cas de figure, mais on voit des frais de gestion, des frais de versement, des frais d'arbitrage. Alors effectivement, ensuite, après, il y a une déclinaison, que ce soit des gestions sur fonds euros, sur fonds euro croissance, sur fonds en unité de compte. Alors peut-être on va commencer avec la macroéconomie avec vous, Franck Levallois, puis on ira dans la micro, dans les différents types de frais spécifiques avec vous, Christophe Olivier. Déjà, pour comprendre les frais, là, on est vraiment dans un objectif de pédagogie. Quelle différence entre un frais de gestion, un frais d'arbitrage et un frais de versement, Franck Levallois ? Alors, je crois que lorsqu'on parle de frais en assurance vie ou pour un PER, il y a plusieurs grandes catégories de frais. Il y a des frais non récurrents, les frais sur versement, donc qui peuvent être entre 1 et 3% selon les produits, selon les contrats. Donc là, frais sur versement, ça veut dire je verse de l'argent sur mon contrat de PER ou d'assurance vie. Absolument. Et il y a un frais qui est retenu pour... Une fois, donc au moment du versement, donc ce sont des frais non récurrents. D'accord. Et pourquoi il y a un frais là alors, pour le coup ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en face de l'ensemble de ces frais,
frais. Donc là, on vient de citer cette première grande catégorie, les frais sur versement. Il y a des prestations qui sont assumées en l'occurrence par les assureurs. Donc il y a des coûts, ce que j'appelle moi un prix de revient. Et ce prix de revient, il est bien légitime pour l'assureur, c'est de pouvoir le facturer. Alors, en face de ces frais sur versement, qu'est-ce qu'on trouve comme prestation, comme coût ? Eh bien, on va avoir notamment des obligations réglementaires que les assureurs doivent satisfaire, bien évidemment. Je pense notamment au devoir de conseil. Vous savez, le devoir de conseil, c'est ce processus qui va permettre à l'assureur de déterminer quel est votre profil d'investisseur et votre projet d'investissement. Donc c'est par exemple, pourquoi voulez-vous épargner ? Quel est votre horizon d'épargne ? Quelle est votre appétence au risque ? Et cette détermination... Ça, c'est pas spécifique pour les versements, c'est de manière générale... Alors, c'est spécifique en fait pour les versements, c'est spécifique également, il y a cette obligation de devoir de conseil à la souscription, j'allais dire même avant la souscription du contrat d'assurance vie ou du PER. Cette obligation ce devoir de conseil, il est très, très important, il est systématique en assurance vie, et j'allais dire c'est une protection pour l'épargnant. C'est comment on s'assure à travers cette définition du profil d'investisseur et du projet d'investissement que la recommandation qui lui sera faite en termes d'allocation, par exemple en termes de produits et en termes d'allocation, lui correspond parfaitement. Donc il y a ces coûts, il y a également des coûts de conformité, des coûts de lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, l'ensemble de ces prestations qui se relèvent finalement d'obligations réglementaires, soit au niveau national d'ailleurs, soit au niveau européen, et bien évidemment, ça a un prix, c'est le prix de revient, et c'est ce qui justifie ces frais sur versement. D'accord. Okay. Donc ça justifie les frais sur versement. Exactement. Pour le coup. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on ne le paye pas quand on est en train de discuter avec son conseiller, donc on le paye ensuite au moment des versements effectifs sur le contrat. Absolument, au moment de la souscription, lorsque le versement, une fois que le versement sera réalisé, et puis ensuite sur chacun des versements, s'il y a des versements ultérieurs. Alors ça, c'est les frais sur versement. Un mot des frais de gestion maintenant. Alors les frais de gestion, ils sont récurrents, ils sont prélevés sur l'encours, donc c'est un pourcentage de l'encours, et ils correspondent en fait Alors l'encours, c'est la somme que j'ai placée sur mon PER. Oui, c'est le montant de votre épargne. D'accord. Voilà, on peut le résumer de mon épargne sur le PER. Absolument. Oui, bien sûr. Et alors, ces frais de gestion, finalement, ils trouvent une justification à travers un certain nombre de prestations et donc de prix de revient pour l'assureur. Alors, quelles sont ces prestations ? C'est notamment toute l'ingénierie financière qu'il convient de mettre en œuvre, parce que je rappelle qu'un PER assurance ou un contrat d'assurance vie, c'est un contrat dans lequel, au titre duquel le détenteur, c'est-à-dire l'assuré, l'épargnant, ne détient pas les titres, d'accord ? Mais en revanche, c'est l'assureur qui est dans une obligation de gestion, de bonne gestion. Donc de choisir les titres pour lesquels on va investir. Donc, ingénierie financière. Et puis, un autre élément qu'il faut rappeler à tous vos téléspectateurs, c'est le coût du capital. Je rappelle qu'on est en assurance, et en assurance, il y a des obligations prudentielles, c'est-à-dire de solvabilité, qui, là aussi, protègent les épargnants. Et ces obligations prudentielles, ce qu'on appelle solvabilité 2, c'est la réglementation, la directive solvabilité 2, eh bien, elle conduit les assureurs à disposer d'un montant de fonds propres minimum, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, qui leur assure une solvabilité. Et évidemment, ces capitaux, ces fonds propres qui sont immobilisés, il faut les rémunérer. Un dernier mot sur les frais d'arbitrage, pour le coup. Donc là, c'est effectivement le choix en fait, entre un titre ou un autre, c'est ça, effectivement ? Oui, c'est absolument. C'est comme les frais de gestion, finalement ou... Non, c'est des frais à l'acte. Je pense qu'on peut le dire comme cela. Ce sont des frais à l'acte. Et donc, pour chaque acte, par exemple, un arbitrage, c'est-à-dire le fait de modifier son allocation, eh bien, ça va générer, évidemment, des coûts administratifs chez l'assureur. Christophe Olivier, on va passer à vous à présent. Donc Bruno Le Maire fait ce constat qu'il y a trop de frais qui pèsent sur les rendements. Alors c'est pas sur tous évidemment, puisque du coup le CCSF fait 3 constats, des frais nombreux et variés, une information aussi peu accessible et un PER qui est un produit nouveau, et on voit apparaître des nouvelles offres simplifiées et adaptées à un large public avec 3 recommandations, et vous allez pouvoir réagir dessus. Offrir une information complète sur les frais avant la souscription, afficher les frais
totaux et permettre une comparabilité des offres. Franck Levallois vient nous expliquer, en gros, des grandes familles de frais, puisqu'après, effectivement, on rentre dans le détail, les frais de gestion, ça dépend ce sur quoi on va investir ou autre. Il y a ces grandes familles de frais qui ont leur justification. Vous proposez un PER, ou en tout cas, vous proposez d'accompagner les épargnants sur un contrat de PER. Les frais, on se pose la question forcément, puisqu'on a envie de vivre, finalement, de faire un chiffre d'affaires. Et d'un autre côté, on entend Bruno Le Maire qui dit, attention, des frais, il y en a trop, et il n'y a pas assez d'informations. Comment est-ce que vous l'entendez, vous ? Alors, nous, on partage totalement les conclusions du rapport du CCSF, qui est une synthèse objective, chiffrée, sur les frais. Derrière, les mots de Bruno Le Maire sont un peu durs, je pense, mais il est dans son rôle. Il faut mettre... Franck a très bien mis en évidence le fait que... un frais, c'est quelque chose qui est lié à une prestation et à un coût. Tous ces frais ne s'additionnent pas. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un millefeuille, comparable au millefeuille administratif. Non, ce sont un ensemble d'options qu'on vous offre et qui ont un coût. Donc, après, la question qui se pose, c'est de la lisibilité, de la transparence offerte par les acteurs. Et là, il est évident que nous devons tous la transparence à nos épargnants. Et la transparence, elle est plus ou moins déjà dans les textes. Il reste à la mettre véritablement en œuvre. Et c'est vrai que la mettre en œuvre de manière plus systématique, pré-souscription, avec plus d'informations sur les sites Internet. C'est-à-dire savoir dès le début quels vont être les frais qu'on aura sur le contrat ? Exactement. De bien comprendre les frais qu'on a sur le contrat. Le deuxième, après la transparence, il y a la lisibilité. C'est-à-dire que c'est bien la transparence. Oui, effectivement, si c'est un rapport de 250 pages, oui, on ne va pas forcément le lire avant de... Les informations, elles sont dans la notice qu'on vous remet avant souscription. Les comprendre est une autre problématique. Et c'est là que l'épargnant doit être accompagné par un conseil, par un expert, pour lui expliquer clairement, compte tenu des options qu'il va choisir, ce qu'il va avoir comme frais sur son Et PER. Afficher les frais totaux, du coup, c'est une bonne idée. Ça permet une vraie comparabilité des PER qu'aujourd'hui, il est moins facile de faire. Alors, c'est une nécessité d'afficher les frais totaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le coup. Alors, c'est le cas a posteriori. On doit systématiquement l'indiquer chaque année, l'ensemble des frais qui ont été perçus. Et puis, pré-souscription, dans le devoir de conseil, qu'il soit fait sous forme assurantielle ou sous forme de conseil en investissement financier, vous devez alerter sur le niveau de frais compte tenu des options qui sont proposées. Donc oui, indiquer les frais totaux, c'est une réalité aujourd'hui. Les comprendre, encore une fois, c'est un autre enjeu. Et deux personnes vont avoir des frais totaux différents parce qu'ils ont choisi des options différentes. D'accord, ok, oui, donc c'est pas, on ne choisit pas un PER qui est posé sur entre guillemets, sur une étagère où on dira attention, là il y a 4, là il y a 5%. Je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui n'a de toute façon l'intention de sortir en capital. Les frais sur arrérage, qui sont des frais qui sont pris sur le versement de la rente. Là, déjà, c'est un sujet. La lisibilité arrérage, c'est les frais de versement à la sortie. C'est un mot un peu ancien, effectivement, mais l'arrérage, c'est la pension, c'est la rente. Oui. Donc, pour le versement de la rente, il arrive que dans certains contrats, il y ait des frais sur arrérage, frais sur versement de la rente. Quelquefois, d'ailleurs, ils s'appellent frais de conversion de la rente. Et là, je partage le fait qu'on a besoin tous ensemble de faire un effort de vocabulaire, de nomenclature, pour qu'on puisse avoir une nomenclature relativement simple de frais, comparable plus aisément. Alors, pour conclure, la même question à tous les deux rapidement, on va commencer avec vous, Christophe Olivier. Le fait de décider, ce qui a l'air d'être le cas pour le gouvernement aujourd'hui, de laisser la loi de marché se faire finalement et de permettre juste une meilleure comparabilité et ensuite de laisser les épargnants aller vers ce qui leur correspond le plus, ça vous paraît une bonne stratégie aujourd'hui ?
Alors c'est ce qu'il a fait, mais il a quand même dit une phrase en disant que la transparence ne suffirait pas. Il veut véritablement une réduction des frais. Cela dit, comment y arriver? Oui, c'est la loi de marché qui est la meilleure. Juste pour donner une idée aujourd'hui, puisqu'on a parlé des acteurs Internet, il y a un peu quand même deux familles aujourd'hui. Vous avez les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, réseau bancaire, réseau assurantiel, qui ont des conseillers physiques, des experts qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche difficile qui est celle de l'épargne retraite et vraiment importante dans votre vie. Nous croyons vraiment qu'on a besoin de ces experts-là. Et de l'autre côté, vous avez les acteurs Internet qui ont des flux très automatisés, très efficaces, des frais réduits, mais n'offrent pas nécessairement ce niveau d'expertise. Donc entre les experts, l'apparition d'Internet permet et les mots de Bruno de Le Maire, de faire un focus sur les frais. C'est important de parler de frais, mais il ne faut pas réduire. Il ne faut pas, surtout, s'il vous plaît, ne réduisez pas l'épargne retraite à juste les frais, parce que d'un côté, vous allez peut-être avoir une prestation qui est juste un investissement dans un fonds, dans un indice, sans pouvoir le modifier. Et de l'autre, vous pouvez accéder à une forme de gestion privée, gestion de fortune, pour des montants Alors on va entendre Franck Levallois également sur ce sujet très très rapidement. Cette décision de Bruno Le Maire de laisser la loi du marché faire son effet, vous partagez, vous, cette stratégie? Je crois que les assureurs ont toujours été attachés, ils le sont toujours, à, j'allais dire, deux piliers qui assurent la qualité du produit, c'est-à-dire la concurrence et la transparence. La concurrence, je rappelle quand même un point, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment une centaine d'assureurs qui commercialisent des produits d'assurance vie. Donc c'est une hyper concurrence. Et moi, je ne connais pas un seul assureur qui se lève le matin en se demandant comment il va pouvoir augmenter ses frais. C'est même plutôt l'inverse, pour des raisons juste concurrentielles. La transparence, en fait, elle est totale aujourd'hui. C'est peut-être plus la lisibilité, la question. Exactement. Et je crois que ça, c'est le point. La transparence, vous savez, la loi Pacte, elle a introduit une totale transparence des frais, ce qui fait que vous voyez, support par support, les frais du produit, les frais du contrat, les frais financiers du support. Vous avez un accès en précontractuel, c'est-à-dire avant d'avoir pris le stylo pour signer le contrat, vous connaissez tous ces frais. Et ils vous sont rappelés durant toute la vie du contrat. La vraie question, c'est comment est organisée cette lisibilité, cet accès à l'information que vous avez, mais encore faut-il que tous les souscripteurs, souscriptrices comprennent parfaitement cette information. Je crois que c'est aussi le rôle du conseiller, de l'agent ou du courtier, de l'intermédiaire, de conseiller, c'est le devoir de conseil. Merci beaucoup Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance, et merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine en partenariat avec Club Patrimoine, où nous allons donner la parole à 3 experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons pour cela le plaisir d'avoir été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons retrouver Baptiste Bruno, directeur commercial chez Corum l'Épargne. Et on va parler de rendement de SCPI. Quel rendement attendent pour 2022? C'est dans un instant. Et ensuite, dans le Club Action, on ne parlera pas d'actions, mais d'obligations et d'obligations convertibles. On se demandera leur potentiel pour 2022. Nous en parlerons avec Franck Languilla, le directeur général délégué et responsable des gestions chez Financière de la Cité. Et dans le Club Expert, en toute fin d'émission, Julie Compagnon, présidente de 1215, sera avec nous et nous allons parler de la Silver Economy. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et vous regardez le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier, de SCPI et de rendement pour 2022, lesquels attendent. Baptiste Bruno, directeur commercial de Corum l'Épargne, est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on parle de SCPI aujourd'hui. Alors, c'est de beaux rendements qu'on a pu avoir en 2020, 4,18 en moyenne. On va parler de ce qu'on pourrait attendre pour 2022. Les rendements sont plus élevés qu'avec le livret A. C'est vrai qu'il y a également moins de volatilité que sur les marchés boursiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va avoir une performance qui va se tenir sur l'ensemble du marché. En tout cas, les acomptes qui ont été versés, les dividendes qui ont été versés en cours d'année 2021 sont en ligne globalement avec 2020. Donc des SCPI qui globalement ont bien résisté. Elles l'ont prouvé en 2020 et 2021 n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Elles vont le prouver à nouveau. Pour 2022, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais a priori, mais c'est demain, donc ça va venir. Elles tiennent plutôt bien. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Comment ont-elles fait? Parce qu'il y en a qui ont fait preuve de plus d'agilité que d'autres. On a vu des SCPI qui ont servi du 6%. Il n'y en a pas beaucoup en 2020, mais il y en a. Alors, il y en a quelques-unes, effectivement. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs explications. En tout cas, certaines SCPI étaient assez récentes, avec des petites capitalisations, donc avec pas mal d'agilité, qui ont pu acheter des immeubles en région et donc aller chercher des rendements plus élevés, ou des CPI qui allaient à l'étranger pour aller chercher également certaines opportunités qu'on ne trouvait pas forcément en France. Mais c'est surtout des petites SCPI dans l'ensemble qui ont été capables de délivrer ces performances grâce à leur agilité. Oui, parce que pour mutualiser les risques, le fait aussi de se diversifier sur les pays, ça c'est pas mal. Vous êtes diversifié sur 16 pays, c'est bien ça? C'est ce que l'on fait effectivement chez Quorum. On est allé chercher des opportunités dès 2013 en Espagne et puis aujourd'hui on est investi dans un peu plus de 16 pays en Europe, mais également en dehors de l'Europe. Ça permet d'avoir un jeu plus large. Effectivement. Oui, parce que est-ce que vous êtes bien les premiers à être partis outre-Atlantique au Canada? Oui, c'était un premier investissement qu'on a réalisé en 2020. On allait investir dans le Grand Montréal. Et on a fait une opération parce que l'immobilier était intéressant et la fenêtre de devise l'était également. On n'a pas fait de nouvel investissement au Canada depuis, mais on regarde de très près cette région, effectivement. Alors, pour diluer le risque également, alors bien sûr, il y a le choix des immeubles, mais il y a aussi le choix du locataire. C'est bien ça. Ça, c'est quelque chose de très important, avoir un locataire solide. C'est ce qui compte le plus, parce que c'est ça qui va faire la valeur de la SCPI, de l'immeuble. C'est la capacité des locataires à payer des loyers et leur capacité à payer des loyers sur le long terme. Parce que l'épargnant, quand il investit sur de la SCPI, on lui recommande un horizon d'investissement qui va être de l'ordre de 8 à 10 ans et on sait que la durée moyenne de détention est supérieure à 20 ans. Donc il faut que le gérant soit capable de verser ses dividendes et il n'en sera capable que si le locataire paie son loyer et paie son loyer sur la durée. Donc c'est ça qui est important et c'est ça que l'on met en avant, c'est la recherche d'un locataire solide. Et justement, en termes de locataires, donc Quorum, vous êtes connu pour l'immobilier de bureau. Là, quand vous parlez des différents rendements que vous avez eus, c'est essentiellement l'immobilier de bureau ou il y a d'autres types d'immobilier? Alors, on est connu pour l'immobilier de bureau, mais pas que. Parce que nos 3 SCPI sont diversifiés. On a parlé de diversification géographique, mais aussi une diversification sectorielle. Les bureaux représentent une part assez importante dans le patrimoine de chacune de nos SCPI, mais c'est une histoire d'opportunité. On n'a pas vocation à avoir des SCPI de bureaux essentiellement, des SCPI qui achètent de l'immobilier professionnel, mais donc également de la logistique, de l'hôtellerie, du commerce, etc. Et pardon, justement, juste pour finir sur ces secteurs d'activité, là, en 2021, la thématique, c'est quel rendement annuel pour 2022. Vous vous dites, on va aller un peu moins sur le bureau, un peu plus sur la logistique, comme on peut l'entendre sur ce plateau, ou pas forcément? J'ai presque envie de vous dire l'inverse, et pas uniquement par esprit de contradiction, mais bien souvent, quand il y a un phénomène de mode, c'est qu'il est déjà trop tard. On le voit également sur certains marchés, on pense notamment au marché financier. Aujourd'hui, les grandes thématiques dont on entend parler, et dont vous avez peut-être parlé ici d'ailleurs, ce sont la santé, la logistique. Il s'avère que nous, depuis 2 ans chez Quorum, on a tendance à revendre des immeubles de logistique, ce qui nous permet de dégager des plus-values, parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc des acheteurs, et donc on va pouvoir en tirer un bon prix. Donc on a une belle plus-value quand on revend la logistique qu'on a acheté pas cher effectivement, qu'on a acheté il y a quelques années. Donc c'était une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'on n'achètera pas, qu'il ne faut pas acheter de logistique, mais aujourd'hui, il y a une inflation sur ces thématiques-là, parce qu'il y a un phénomène de mode. Et encore une fois, pas par esprit de contradiction, mais au contraire, on peut se dire on va regarder les choses un peu différemment, pour aller par exemple sur le commerce qui a été décrié depuis 18 mois, ou encore sur l'hôtellerie qui n'a pas encore retrouvé un niveau normal en termes d'activité. Donc ça, c'est votre stratégie, parce que quand vous dites on a une stratégie contre-cyclique, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est de se dire, on va aller acheter à un moment où on va essayer d'avoir une lecture un petit peu différente, prendre un petit peu de hauteur et comprendre pourquoi il y a une correction sur certains secteurs, sur certains marchés, et notamment le commerce depuis quelques temps. Alors, vous avez lancé Quorum Orion en plein confinement. C'était quoi, fin mars 2020.
Elle a servi du 10%. Je sais pas, on peut peut-être en parler, même si je me doute bien que ce n'était pas l'objectif de rendement. Alors, c'est effectivement une performance exceptionnelle. L'objectif de rendement à terme est de délivrer 4,5%. C'est-à-dire qu'il y a eu un excellent démarrage. Un moment qui pouvait paraître catastrophique ou qui pouvait faire peur, hein, puisqu'on l'a lancé fin janvier 2020. On a acheté le premier immeuble fin mars 2020, donc un moment assez compliqué, en tout cas ce qui pouvait être imaginé. Et finalement, un très bon accueil des épargnants et de nos partenaires, ce qui a permis d'investir dans des conditions qu'on n'avait pas connues depuis 10 ans globalement, où la relation de force entre vendeurs et acheteurs s'était un petit peu inversée, contrairement à ce qu'on avait pu connaître jusqu'en 2019. Ça nous a permis d'acheter des immeubles avec des rendements plus importants que ce qu'on avait anticipé au départ et d'avoir d'excellents locataires comme Google ou General Electric par exemple dans cette SCPI. D'accord. Donc le rendement moyen donc, en 2020, c'était 4,18. Oui. Là, 2021, vous avez une petite idée de ce qui va être... Je crois que le rendement devrait s'améliorer légèrement sur 2021. Je pense que pas mal de gérants avaient fait des efforts avec certains locataires, avec des négociations, des discussions sur des franchises de loyer, des échéanciers, en tout cas pour essayer de conserver leurs locataires dans les immeubles et encaisser un maximum de loyer. C'est un peu derrière nous. Ces mécanismes et ces négociations, je pense, sont terminés pour une partie d'entre elles. Donc on devrait avoir un rendement qui soit sera similaire à 2020, soit un petit peu meilleur. D'accord. Et en termes de secteur, est-ce qu'un secteur va se distinguer des autres là, en 2021 ou même, je ne sais pas dans quel sens. Non. Oui, dans quel sens? Dans le bon sens peut-être? Dans le bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que l'on pense, c'est que l'hôtellerie a beaucoup souffert en raison du contexte qu'on a vécu depuis à peu près 2 ans, et du coup, il y a une capacité de rattrapage qui est assez forte. Alors moi, désolé, je pose des questions où on se questionne un peu plus, mais j'entends les rendements et j'entends que vous avez par exemple re-signé avec Google, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je lis aussi la presse et je vois que Google dit qu'il va faire du 100% télétravail, ou en tout cas que c'était une réflexion qu'ils avaient, que les employés ne sont pas forcément obligés de revenir. On se dit, mais Google va-t-il garder des bureaux alors qu'on est en 100% télétravail? Vous, en tant que professionnel de l'immobilier, du coup, vous trouvez ça rassurant de signer Google, ou vous dites, attention, il faut peut-être regarder ça de près quand même? Plutôt rassurant compte tenu de la solidité du locataire, évidemment. Le bail qui a été signé avec Google, c'était un bail qui était de l'ordre de 5 ans. Et on l'a signé en 2020, en mai 2020 de mémoire. Et donc il était engagé pour 5 ans. En pleine pandémie. Et Google avait investi massivement dans ses bureaux pour que ses salariés justement puissent travailler et puissent exercer dans de bonnes conditions. Donc pas tellement d'inquiétude, même si effectivement les usages vont changer, le besoin de bureaux il demeure, et vous pouvez voir les demandes de bureaux, que ce soit en France ou à l'étranger, demeurent assez élevées. Donc des usages différents, mais toujours un besoin de bureaux, et pas tellement d'inquiétude sur la capacité de Google à payer ses loyers. Alors, après, les secteurs, peut-être, est-ce qu'il y a des pays où il faut absolument être? Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres à l'heure actuelle? Bon, là, vous êtes parti au Canada. Alors, le Canada, effectivement, c'était une opportunité que l'on a saisie, et on verra s'il y en a d'autres. Ça fait 3 ans qu'on investit massivement au Royaume-Uni avec les SCPI Quorum XL. De la même façon que j'ai parlé d'une stratégie un peu contrariante, ou en tout cas une lecture différente, le Royaume-Uni... avec le Brexit, c'est la même chose. Avec le Brexit, on peut se dire c'est le pire moment. Hein, c'est un peu comme lancer une SCPI en 2020. Il s'avère que non. On a une livre sterling qui a beaucoup baissé justement suite aux annonces du Brexit. Alors ça fait déjà depuis 2016. Un immobilier qui lui aussi a souffert, et néanmoins un marché assez dynamique et une capacité de redressement assez importante. Donc l'idée c'était quoi? C'est de coupler un intérêt au niveau de l'immobilier, mais aussi au niveau de la devise, pour attendre, il faut être patient parce que c'est le temps long, celui de l'immobilier, attendre des évolutions et au niveau de l'immobilier et au niveau de la devise, qui permettra d'avoir des loyers qui augmenteront potentiellement, et également la valeur des immeubles qui pourrait augmenter. Oui, bien sûr, parce qu'on rappelle aussi que c'est un investissement long terme, la SCPI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Baptiste. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Quorum l'Épargne. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Et c'est parti pour le Club Action. Un Club Action où nous n'allons pas vous parler d'actions, encore que, vous allez le voir, c'est une possibilité, puisqu'on va vous parler d'obligations convertibles. On va se demander quel est leur potentiel pour 2022. On en parle avec Franck Languilla, le directeur général délégué et responsable des gestions chez Financière de la Cité. Bonjour Franck Languilla. Bonjour Franck. Voilà, bonjour Laura. Bienvenue sur ce plateau. Donc, je le disais en introduction, on va évoquer avec vous le potentiel des obligations convertibles pour 2022.
Je le rappelle, et grossièrement, vous le rappellerez peut-être plus précisément, une obligation convertible, c'est une obligation classique, mais qui donne la possibilité d'être transformée en action nouvelle de l'entreprise en question. Donc ça permet dans un premier temps de détenir de la dette et dans un deuxième temps de détenir le capital de l'entreprise, ou en tout cas une partie de ce capital. Et on trouvait intéressant de faire le point sur cet actif avec vous, puisque quand on regarde les contextes de marché, on entend souvent, alors après il y a des réalités différentes, et c'est peut-être ce que vous allez nous dire, que les obligations, les portefeuilles obligataires courent après un rendement de plus en plus bas année après année, ou en tout cas parce que les taux d'obligations d'État sont, elles, au plus bas. Quelle est la situation actuellement, selon vous, sur le marché obligataire et donc du coup sur ces obligations convertibles? C'est tout l'intérêt de l'obligation convertible, justement, c'est de ne pas avoir une sensibilité trop forte sur les taux nominaux. D'accord. Ce qu'on entend par les taux nominaux, ce sont les taux des emprunts d'État, par exemple, les taux qui servent de référence au marché financier. Donc la convertible permet, du fait de sa structure technique, de ne pas être trop sensible sur les marchés obligataires, mais plutôt, et au contraire, d'être sensible sur les marchés d'actions. D'accord. Donc quand les marchés d'actions se tiennent bien, l'obligation convertible, en principe, en profite à hauteur de 60% de la progression du marché des actions. Et le gros intérêt de l'obligation convertible, c'est qu'on a une protection à la baisse des marchés, puisque le taux de participation à la baisse est compris entre 30 et 40% selon les phases de marché. Alors, pour bien comprendre la hausse, et ensuite vous nous redonnerez la baisse, j'ai une action A, j'ai une obligation convertible de l'action A. Donc, comme je détiens de la dette, donc en fait, je suis effectivement en lien avec les taux nominaux dont vous nous parliez, mais comme l'action A monte, mon obligation convertible bénéficie de cette hausse également, même si c'est le sous-jacent et l'action et pas l'obligation? C'est le cadre général, ça. Ça va D'accord. dépendre de la structure de cette propre obligation convertible. Si jamais elle est ce qu'on appelle dans la monnaie ou en dehors de la monnaie, D'accord. elle va monter plus ou moins vite en fonction de l'appréciation de l'action sous-jacente. Et si on se place pour un investissement initial sur une entreprise, au moment où elle sollicite les marchés, en règle générale, on a 5 ans pour que l'action sous-jacente, donc l'action de cette entreprise, progresse d'environ, on va dire, 30% en moyenne, et ce qui nous permettra, nous, obligataires, de transformer cette obligation en action et de réaliser une plus-value assez intéressante. D'accord, au moment de la transformation. Au moment de la transformation et tout au long de la vie de l'obligation convertible. Parce que ça veut dire que l'obligation, quand on la convertit, pour que les gens comprennent bien, on l'achète à un prix préférentiel parce que c'est au moment de la souscription de l'obligation, c'est ça? Ou alors, non, pas forcément? C'est où est-ce qu'elle se fait la plus-value? Si vous voulez, l'obligation convertible, quand on l'achète initialement, elle intègre une option de conversion. D'accord. Qui représente à peu près 10% du prix. Donc, ce n'est pas une option gratuite. Elle est financée en contrepartie d'un coupon qui sera moins important sur cette obligation par rapport à une obligation normale non convertible. Et cette option, elle va évoluer au gré de la variation de l'action sous-jacente. Bien sûr. Plus l'action va monter, plus cette option va se valoriser. Donc, ça va être intégré dans le prix de l'obligation convertible. D'accord. Et donc, on va pouvoir revendre cette obligation sur le marché secondaire et réaliser une plus-value intéressante. Bien sûr. Ou aller jusqu'au terme de cette obligation. Et la transformer en action. La transformer en action, si ça vaut le coup. Si jamais l'action n'a pas suffisamment monté, il se peut que ça ne vaille pas le coup. Quelqu'un se fait rembourser le produit obligataire. Bien sûr, on ne la transforme pas et ça reste une obligation classique. On aura perdu l'excédent de coupon qu'on aurait eu sur une obligation classique, mais on aura eu la chance, l'optionnalité de pouvoir éventuellement être actionnaire et dans de bonnes conditions. Et alors pourquoi ça protège de la baisse? Ou en tout cas, ça protège plus de la baisse que de détenir une action en propre? Alors ça protège bien plus que de détenir une action en propre parce que on a cette composante obligataire et l'optionnalité, elle est au gré du porteur. Donc si on ne veut pas convertir, on ne convertit pas. Donc on a la garantie, hors événement de crédit sur l'émetteur, d'être remboursé des flux obligataires. Donc on achète à 100, on a 2% de coupon. On aurait dû avoir 4% sur une obligation normale, mais on va quand même avoir ces 2% de coupon qui font qu'on a cet amortisseur à la baisse sur les actions. Alors il faut quand même rappeler que ça peut être transformé en action nouvelle de l'entreprise. Donc en fait, je ne peux pas décider, un mois après avoir acheté une obligation convertible, de la transformer en action. Ça, il faut qu'il y ait une action c'est au terme de l'obligation en question pour le coup. Alors non, ce sont des optionnalités qui sont souvent américaines, donc on peut échanger à tout moment si on le souhaite. Néanmoins, le schéma principal, c'est plutôt d'attendre le plus tard possible avant de convertir, parce que sinon on perd la valeur temps de cette option. Bien sûr. Ce qui n'est jamais favorable. Oui, tant qu'à faire, autant acheter une action directement si on veut la convertir un mois après. Il est très rare qu'on demande la conversion d'une obligation convertible, sauf à maturité, quand on n'a pas d'autre choix et que financièrement ça vaut le coup.
Alors, je reviens à la question initiale. Quel potentiel pour 2022 des obligations convertibles? Déjà, on n'est pas encore à la fin d'année 2021, mais on peut peut-être dresser un premier bilan et se poser la question pour 2022. Parce que c'était un petit peu décevant, là, non? Alors voilà, sur 2021, on peut dire que ce soit une très bonne année sur les obligations convertibles, d'autant qu'on s'attendait à ce qu'elles résistent plutôt bien à une remontée des taux. On a eu une remontée d'une cinquantaine de points de base sur les taux nominaux en Europe. Ça s'est moyennement traduit dans les performances à ce jour sur les convertibles en 2021. On est en recul de... Alors, sur les convertibles, on est entre 0 et 2%, on va dire, sur les indices. Ouais. Si on devait comparer ça aux obligations privées, on est en recul de moins 1,5 et de moins 1,6 sur les obligations souveraines. D'accord. Donc, on voit bien cet effet sur les taux, sur les performances des indices. Mais quand on regarde les marchés des actions, qui sont entre 15, 20, 22% même pour le marché parisien, on peut se dire qu'on est loin du contrat initial où, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on attrape 60% de la hausse des marchés sous-jacents. Donc il y a plusieurs raisons. La principale, c'est la structure sectorielle de l'indice. On a beaucoup de valeurs qui avaient très bien fonctionné en 2020 à l'image des entreprises à très forte croissance du type livraison à domicile. Donc pour les citer, Just Eat Takeaway, Delivery Hero, Deliveroo, du commerce en ligne comme Asos, Zalando, enfin toutes ces marques qui vraiment ont explosé en 2020 et qui consolident en 2021 et qui ont pesé assez fort sur les indices de convertibles. Et là, on a un effet indirect de la remontée des taux, donc de la sensibilité cachée de ces indices autonominaux, puisque quand on a des actifs à duration longue, donc avec des très fortes croissances, mais qui ne sont pas rentables, c'est 20% quand même de l'indice qui affiche des pertes sur l'année 2021. En termes de valorisation, en cas de remontée des taux, ce sont les valeurs qui sont les plus attaquées. Et alors du coup, je reviens sur ma question, quel potentiel pour 2022 après ce calage finalement sur l'année 2021? Voilà, alors ça va dépendre du scénario qu'on peut avoir. Nous, on a un scénario plutôt optimiste sur l'économie, donc une croissance nominale qui va rester forte, très certainement, avec une inflation qui commence à inquiéter un peu, mais qui pour l'instant est jugée transitoire. Elle le sera peut-être un peu moins que ce qui était anticipé. Alors ce qui est à craindre, c'est que les banques centrales réagissent de façon anticipée. Donc attention quand même à ce point-là. Des marchés d'actions qui vont rester plutôt bien orientés, a priori, même si la tendance va s'infléchir nécessairement. On ne va pas avoir des années à 20% tous les ans dans un contexte de remontée des taux, puisqu'on pense que les taux vont poursuivre ce rythme de remontée un peu rampante sur les taux nominaux. Et alors pour les obligations convertibles? Donc dans ce contexte, si j'ajoute le fait que les taux de défaut sont assez limités pour l'instant sur les entreprises, on est entre 2 et 2,5%, donc en dessous des critères des normes historiques, on devrait avoir une année correcte sur les obligations convertibles qui, à mon avis, sera un peu dans le prolongement de 2022. Donc il va falloir favoriser les secteurs plutôt cycliques, qui malheureusement sont... ça, c'est ce que vous faites potentiel pour 2022 dans le prolongement de 2020 pour le coup. Alors de 2021 de 2021 pour 2022, oui, c'est ça. Oui, il y a les indices et puis après il y a la gestion des fonds. Oui, d'accord. Pour les indices, effectivement, la question centrale va être de voir comment vont réagir ces valeurs qui ont besoin de lever des capitaux de façon régulière pour vivre, pour faire des acquisitions de parts de marché. C'est le cas de toutes les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, et voir comment les indices vont réagir. Par rapport à ça. Donc sur les indices, ça ne sera pas forcément une très très bonne année sur l'année 2022. Maintenant, comme toujours, il y a moyen de s'en sortir et d'arriver à trouver et créer de la valeur sur les obligations convertibles. C'est ce que nous, on essaye de faire dans la gestion de fonds et c'est ce que mes collègues le font également. Merci beaucoup Franck Languilla d'être venu nous détailler un petit peu le fonctionnement, le mécanisme des obligations convertibles et vos convictions pour 2022. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué et responsable des gestions chez Financière de la Cité. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Merci de regarder le Club Expert. Notre invitée aujourd'hui est Julie Compagnon, présidente de 1215. On va parler ensemble de Silver Economy, l'économie des seniors. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Peut-être juste en 2 mots, vous allez nous rappeler ce qu'est votre métier, puis après on passe au thème de l'interview. Avec plaisir. Alors nous, on a un métier de conseil en gestion de patrimoine. L'objectif, c'est de servir les projets de vie de nos clients. Alors les projets de vie, ils peuvent être à différents horizons. Peuvent être de différentes natures et à différents horizons. Donc, on est souvent sollicité pour, 1, préparer la retraite de nos clients, 2, parfois financer les études des enfants et peut-être investir en résidence secondaire.
Tout ça, en dernier ressort, ça se passe par des investissements, favoriser l'investissement. Et on se rend compte en fait que les investisseurs sont en quête de sens dans leurs investissements. D'où la Silver Economy dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et pourquoi ce thème, justement ? Parce que je trouve qu'on le voit de plus en plus sur le devant de la scène. En fait, on a parlé beaucoup de thématiques, on a parlé beaucoup d'investissements ISR, et on voit aussi la Silver Economy. Et je trouve que voilà, se préoccuper de nos aînés, ça fait aussi partie de nos problématiques dans nos métiers. Et alors, aujourd'hui, vous venez nous parler spécifiquement de Silver Economy. Vous l'abordez de quelle manière, du coup, vous, cette Silver Economy ? Alors, nous, on le voit d'un point de vue d'investissement, au travers l'investir les fonds de nos clients pour servir donc ces projets de vie. On a vu beaucoup d'investissements en immobilier. Dans la Silver Economy. On avait commencé il y a quelques années par les EHPAD, pour les seniors dépendants. On a vu après arriver les résidences seniors pour des gens qui sont très valides, qui vont très très bien. Ça s'apparente à du co-living, du coup, entre seniors? Alors, ça s'apparente à du co-living, oui et non. En fait, c'est... j'ai envie de dire le meilleur des deux mondes, en fait. Ils sont complètement autonomes et indépendants dans leurs appartements. En revanche, ils ont la possibilité d'aller trouver un peu de personnes de discussion et de se distraire un peu dans les parties communes et dans ces résidences seniors. Donc c'est un peu allier le meilleur des deux mondes. Ça, c'est pour la partie immobilier, c'est la seule manière dont vous investissez dans la Silver Economy ? On a fait tout ce qui était investissement viager. On a vu arriver un peu après par les sociétés civiles ou en direct. Et plus récemment, je trouve, on a vu des fonds s'intéresser à la Silver Economy. Quel type de fonds ? Je ne sais pas si on peut peut-être parler d'un fonds qui... on peut parler d'un fonds, oui, en particulier. Un fonds qui m'intéresse, c'est le fonds de la société de gestion Colville. En fait, souvent, les fonds s'intéressent au maintien à domicile des personnes âgées. Colville a une préoccupation particulière, c'est l'accès aux soins pour les pays émergents. Donc c'est un angle un peu différent, un biais un peu différent. Et c'est aussi promouvoir tout ce qui est innovation dans la santé et bien-être. D'accord. Voilà. Quel pays émergent, du coup ils vont se retrouver où ? Alors pour le moment, je ne peux pas vous dire. Je ne les ai plus en tête. D'accord. La thématique de cette chronique, c'est la Silver Economy, marché et opportunités. Du coup, aujourd'hui, en termes d'opportunités, comment est-ce que vous voyez cette Silver Economy ? Parce que donc, du coup, vous nous l'avez parlé via la quête de sens, cette envie de donner du sens à ces investissements. Et quand on parle vraiment d'un point de vue professionnel de l'investissement ou de la gestion de patrimoine, quelles opportunités peuvent encore aujourd'hui exister sur ce marché ? Je pense que des opportunités, il y en a encore un peu partout. Investir au travers Après, tout dépend de l'objectif du client à servir. Bien sûr. Et de l'horizon de temps peut-être aussi. Et de l'horizon de temps, effectivement. Si on rencontre des clients, effectivement, à 50, 55 ans pour un objectif retraite, bien évidemment, les solutions ne pourront pas être les mêmes. Bien sûr, que quand on a 30 ans. Exactement, oui. Et qu'on veut préparer sa retraite. Je crois qu'un bon investissement, un patrimoine bien géré doit prendre en compte plusieurs classes d'actifs et certainement un peu d'immobilier et un peu de financier. Donc vous conseillez par exemple, si on veut aller sur la Silver Economy, de ne pas choisir un investissement en SCPI ou un EHPAD ou au contraire un fonds dédié, mais de diversifier même au sein même de la Silver Economy. Ça peut être un peu de viager, un fonds comme celui que vous venez nous citer. Exactement. Exactement. Merci beaucoup Julie Compagnon. Je rappelle que vous êtes présidente de 1215. Merci de nous avoir présenté votre conviction sur ce sujet de la Silver Economy. Merci à vous également Laura d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission pour donner la parole à 3 experts de votre gestion patrimoniale. On remercie pour leur aide dans cette émission Saïd pour sa gestion du son, Mani à la réalisation de cette émission. On remercie également Pauline et Com en régie et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h sur Bismart. Bonne journée.